N'étant pas d'un naturel très démonstratif, c'est donc par un discours plus ou moins cohérent que je m'en vais chaleureusement saluer deux invités que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai pas dit non plus que j'avais le vocabulaire le plus riche pour m'enflammer. L'un est le flamboyant Hervé André Gézac de la série 10%, Julien Perdry, frère de Pierre dans le film patronymique et animalier d'Erwan Leduc, le génial Archibald Langevin dans Un couteau dans le cœur et bien d'autres encore, dont Jérémy dans son premier long métrage Garçon chiffon. L'autre est rentré sans effraction, ni arme, ni haine, ni violence dans nos demeures, comme le boy next door so charming, quoique French d'Emily in Paris, et n'a de cesse depuis d'être exactement là où les esprits étriqués ne l'attendent pas, dans un rôle de braqueur charismatique et non violent pour Mélanie Laurent. Et comme From Charming to Dégueu, il n'y a qu'un pas, franchi j'imagine avec délectation, dans Les femmes au balcon et Merteuil. Alors m'est avis que si l'habit ne fait pas le moine, la lavalière fait clairement le pervers. Mon premier dirige le second dans une série dans laquelle vous prendrez un immense plaisir à vous rouler sur arte.tv. Les saisons, c'est le titre. Bonjour Nicolas Maury. Bonjour Lucas Bravo. Bonjour Charline. Et merci de venir dans son studio, ou de revenir pour l'un d'entre vous. Oui, bon. Il n'y aura pas de tarif préférentiel, Nicolas, c'est promis. Merci pour cette présentation très belle. Puisqu'il va en être question, est-ce que vous êtes dans les collections plutôt printemps-été, automne, hiver ? Quel est le moment de l'année où vous vous sentez le mieux ? Alors moi je suis très automnal. Ouais. C'est vraiment, j'adore cet endroit mat qu'à l'automne. C'est-à-dire c'est quelque chose que on rejoint pas forcément. Moi je trouve ça jamais ennuyeux l'automne. Je m'ennuie l'été, mais l'automne voilà. Puis ça m'a vu naître aussi. Hyper narcissique. Normal. Lucas ? Le printemps. Ouais. Ah oui, donc vous avez vraiment tout vous oppose a priori sur le papier. Automne-printemps, on peut difficilement faire plus... C'est vrai. Ouais, il y a la naissance et puis il y a la douce mélancolie. Okay. J'aime bien les deux, mais c'est vrai que le printemps, là, maintenant, en plein hiver, ça me fait rêver. Ouais. Alors, puisqu'on parlait de chaleur humaine, je suis clairement hiver, sachez-le, mais ça ne nous empêchera pas de converser. Je vous ai demandé, comme à chaque invité, de choisir des titres dans les playlists de Nova pour démarrer. Je crois que c'est Nicolas qui a choisi Blood Orange, Mind Loaded. Oui, j'ai eu un choc en écoutant ce monsieur. Il est d'une élégance folle et j'adore cet album. Je le trouve dingue. Il me déplace. Blood Orange sur Nova, Mind Loaded, le choix de Nicolas Maury, j'imagine validé par Lucas Bravo. Oui. Ouais. Où est-ce que ça vous transporte, cette chanson ? Si toutefois ça vous transporte à un endroit ? Ça me transporte. Il n'y a pas de destination, justement. C'est le chemin qui est beau, pas la destination avec ce genre de musique. Et je sais pas, c'est une musique... Moi, j'aime bien les voix éthérées, les voix où on entend du ciel dedans. Et les hommes qui chantent aigus, j'aime bien. C'est toujours bien pour les voyages immobiles. Oui, bien sûr. Il y a une question rituelle dans cette émission que j'ai déjà soumise à Lucas, mais je vais quand même la resoumettre. La place que prend la musique dans votre vie de tous les jours et à quoi est-ce qu'elle vous sert ? Lucas, je sais que tu t'en sers pour le travail, notamment, que chaque personnage a le droit à sa playlist, son parfum, son animal. Oui, mes petites boules sensorielles, pour y revenir assez facilement. Quand je dois switcher, comme je tournais Merteuil et en même temps les saisons, pour faire un petit peu pour revenir vite à un personnage, j'avais cette boule de sensation avec le parfum, la musique et la physicalité, l'animal. Moi, c'est particulier parce que de mon éducation, j'arrive pas à écouter des titres. Je sais qu'aujourd'hui, on écoute des titres, justement. Ouais. Moi, j'ai un côté très... j'aime bien les albums. J'aime bien l'idée de voir le concept d'un artiste, enfin, d'écouter la somme. Parce que c'est comme un livre, c'est comme... on n'est jamais très fier de soi si on évite les passages moins sucre rapide. Et donc voilà. Et donc j'arrive pas quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique. Donc je suis pas très cool avec mon écoute de la musique. C'est-à-dire j'ai besoin de me concentrer. Je suis fascinée par les gens qui justement laissent des musiques comme ça défiler. Tout ça. Et moi c'est comme plein d'informations la musique. Donc voilà, j'ai une écoute un peu raide de la musique. Mais j'imagine que tu es le genre de lecteur qui ne saute pas les passages descriptifs. Pas du tout. Voilà. Je m'en voudrais trop. On est vraiment sur ce genre de personnage. Très bien. On parle de la série Les Saisons dans un instant. On écoutera aussi James Blake et tout ça, ce sera juste après la pub. Life Round Here, James Blake, ce titre, puisqu'il semblerait que James Blake ait été présent lors de la toute première rencontre de mes deux invités, Nicolas Maury et Lucas Bravo. Vrai ou faux ? Oui. Entièrement vrai. On s'est pris dans les bras en pleurant avec James parce que on avait tous les deux le vertige. Lui est arrivé, enfin, je ne sais pas raconter ça, mais il était arrivé en motoneige et
Donc sur une montagne, j'imagine. Sur une montagne, voilà. Et c'est là où on s'est vraiment rencontré avec Lucas aussi. Et c'est un être que j'aime, enfin que je connaissais pas, mais j'aime beaucoup sa musique. C'est assez transparent même entre sa musique et ce qu'il est. Et voilà, on était ensemble, c'est vrai, c'est fou, oui. C'est assez chic pour le making-of quand même de dire on s'est rencontrés, il y avait James Blake qui était là. Il y a eu la BO qui était comprise dans l'histoire. Une rencontre parmi celles qui ont permis la naissance de cette série, Les Saisons, créée par Hélène Duchâteau, co-scénarisée et réalisée par Nicolas Maury. Une maison de famille aux Sables d'Olonne, peuplée de gens qui s'aiment fort et donc parfois mal. Je t'ai jamais vu sur la plage. On préfère venir hors saison. On va squatter le bateau du père de Martin demain au port, si ça te dit. Au fait, moi c'est Camille. Qui a les alliances? Je sais pas, moi, ta mère. Ils sont divorcés, tes parents? Ma mère est partie avec le meilleur pote de mon père. Je sais très bien que t'aurais aimé avoir une mère différente, que je sois différente. La vérité, c'est que t'en as rien à foutre. Mes propres enfants ne me connaissent pas. C'est fou ce que tu peux être cruel parfois. C'est pas toujours dire aux gens qu'on les aime. C'est con, mais c'est humain. L'histoire démarre quand les protagonistes ont 15 ans. On les suit sur plusieurs décennies au rythme des saisons. Camille, c'est Stéphane Caillard, Martin Abraham Wappler et Alexandre, c'est toi, Lucas. Autour d'eux, la famille, les amis. J'ai envie de parler de chronique de bord de mer et c'est pas anodin. C'est peut-être très perso comme analyse, mais je trouve que de cet endroit, le bord de mer, quelles que soient les saisons, il émane une forme de mélancolie. Je n'ai pas dit nostalgie, mais mélancolie. Est-ce que vous souscrivez ? Oui, entièrement. C'est le côté, c'est ce que je sais plus qui a inventé. Je crois que c'était Marguerite Duras, mais c'est pas ce qu'on appelle le sentiment océanique, c'est-à-dire un sentiment qui n'a pas de bord, quoi, qui tout à coup est comme l'océan, c'est-à-dire à la fois c'est un lieu géographique, l'océan, et c'est à la fois un lieu abstrait, c'est un lieu sans limite. Et dont on connaît très mal les profondeurs. Donc déjà, ça me plaisait beaucoup. Moi, je suis un garçon de la campagne et de la forêt, pas du tout de l'océan. Et l'océan me fascine, la mer moins. La mer Méditerranée m'ennuie. Mais l'océan Atlantique, voilà, j'ai beaucoup aimé inscrire ces destins-là. Et puis, il y a le côté aussi, la parisienne avec ceux du cru que sont Alexandre et Martin, qui sont comme ça dans cette toute petite région, cette petite ville qu'est les Sables d'Olonne. Cette mélancolie-là, tu t'y es retrouvé, Lucas ? Oui. Ouais. La mélancolie m'habite depuis toujours, et donc j'ai un petit peu accordé mon violon à cette mélodie du script et de Nicolas. De la même manière, la série se déroule à des époques précises, été 91, automne 2001, hiver 2010, printemps 2022, avec des repères. Et pourtant, vous réussissez collectivement à créer une forme de bulle un peu hors du temps. Ce qui change de manière fondamentale entre les épisodes et les saisons, c'est la manière dont les gens s'aiment. C'est pas tellement le monde autour. Oui, c'est ça. Et avec quand même des précisions presque d'époque, parce que je pense qu'on est agi par on peut pas être que autiste en amour. On est quand même dans une société et dans des faits historiques sans qu'on le sache, quoi. Et je voulais parler de ça aussi, me dire que même si c'était récent, c'était quand même de l'histoire. Que déjà 91 c'est de l'histoire, 2001 c'est de l'histoire, 2010 aussi et 2022 aussi. Et je suis toujours un peu fascinée par le présent, moi. Et pour réfléchir sur le présent comme cinéaste, je trouvais ça intéressant de faire comme un journal régional pour se rapprocher de qu'est-ce que ça veut dire maintenant. Mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que tu dis, Nicolas, moi, ce qui me fait palpiter, c'est l'ordinaire des jours. Oui. Ce qui n'est pas non plus très commun quand on décide de faire de la mise en scène. Est-ce qu'il faut le réenchanter quand on fait de la fiction ou pas ? Oui, et c'est mon côté un peu japonais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je trouve très très beau dans... Alors que je viens du théâtre et des grands textes et des grands événements, en fait, un acteur, souvent on croit que jouer, c'est jouer Hamlet ou jouer Phèdre, enfin ce que je joue un peu en ce moment, mais j'aime beaucoup le côté comme ça, l'écriture. Déjà, par exemple, j'adore les journaux d'écrivains.
J'adore cet endroit-là. Par exemple, Virginia Woolf, son journal fait 5000 pages. Et par exemple, elle fait ses contes, elle parle du chat qui s'est perdu, etc. Et je sais pas, ça me rassure. C'est comme on dit, humain trop humain. Et ça me rassure de me dire qu'on n'est pas extraordinaire. Ouais. Nous avons des métiers extraordinaires, mais nous sommes des êtres ordinaires. C'est en ces termes-là que tu as parlé de la série, Lucas ? Oui. Ça va être des histoires ordinaires, de gens ordinaires. Oui, ça a été l'approche. Ça a été l'approche de filmer un peu ce qui est pas trend, ce qui tombe un peu en désuétude et redonner ses lettres de noblesse aux choses simples de la vie. Ouais. Mais j'imagine que c'est pas le genre de proposition qu'on a très souvent. Non, et c'est pour ça qu'on se jette sur ce genre de proposition. Ouais. On poursuit la conversation dans un instant. On passe au deuxième choix. Je crois que c'est le tien, Lucas. Jungle. Oui. Pourquoi Drops ? Parce que c'est la première chanson que j'ai entendue de Jungle et elle m'a complètement... J'ai trouvé ça unique et singulier et je suis devenu complètement fan. Je les ai vus 7 fois en concert. Ah oui, quand même. Ouais. On est sur une monomanie, en fait. Voilà. On peut en parler. Ok. Vanessa Paradis sur Nova, Gotta Have It. C'est un titre que j'ai choisi. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de préférence. Un titre que j'ai choisi pour Nicolas Maury. Je suis désolée, Lucas, bravo, mais ton tour viendra. Vanessa Paradis, est-ce qu'elle a toujours le même pouvoir de fascination sur toi, Nicolas ? Oh oui, toujours le même. En plus, ce qui est fou, c'est que c'est des trucs de la vie. Enfin, bon, j'y crois comme une religion. Mais elle a sorti son album, là, son dernier album, Le Retour des Beaux Jours, qui est magnifique. Quasiment le jour de mon anniversaire, alors qu'elle sort pas des albums tous les ans. Et je sais pas, je prends toujours un moment et quand un album d'elle sort et là l'ouverture, ça s'appelle Cœur ardent et je sais pas, je me suis retrouvée vraiment comme quand j'avais 10 ans quoi. J'ai pleuré. Alors que ça m'arrive pas si souvent que ça en ce moment. Et ça m'a fait pleurer. Et j'ai envoyé un texto à ma soeur. Elle m'a dit, mais t'as beau faire ce que tu fais, c'est toujours le même petit chiffon, quoi. C'est vrai, je suis vraiment... Avec elle, je sais pas. Et même, ça a été particulier, parce que comme j'ai tourné avec elle, on s'est vraiment rencontrés, quoi. Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. Ouais. Et c'est comme si j'arrivais pas à ne pas la mettre à cet endroit-là. Comme si je maintenais une distance, bizarrement. Parce que j'aime beaucoup avoir cette fée-là dans ma vie. On parle aujourd'hui de la série Les Saisons qui est dispo sur arte.tv. Alors je dois dire que ce que j'aime beaucoup aussi dans cette série, au-delà de sa douceur, c'est que les femmes ne s'excusent pas, même quand elles sont défaillantes, parce qu'aprprès tout, on a le droit, bordel. Oui, mince, quoi. Et que les hommes sont des modèles de masculinité tout à fait particulière. Est-ce qu'ils ont été travaillés en ce sens ? Ton personnage en particulier, Lucas. Oui, on en parlait beaucoup avec Nicolas qui me disait que c'est important que des hommes voient ce genre d'homme. Quand il lui arrive ce qui lui arrive, il ne part pas dans une guéguerre ou dans une revanche. Il n'y a pas de haine. C'est un homme qui accepte sa déchéance, qui s'abandonne justement à sa tristesse et à son désarroi et qui est brisé. Et c'était magnifique d'interpréter ce personnage, vraiment. Oui, parce que je ne veux pas trop en dire, mais cet Alexandre, il est tiraillé entre ce qu'il pense être le plan, en fait, voilà, la réalité des choses, et en même temps l'extrême douceur avec laquelle il encaisse les dites choses qui ne sont pas très, très drôles. Oui, et puis moi, ce qui est important, c'est de filmer le silence d'une personne. Ouais. Et comme on dit, l'absence parfois de volonté, et c'est en ça que parfois les acteurs et actrices sont magnifiques, c'est quand ils sont abandonnés. Parce que dans l'abandon, il n'y a pas d'obscénité. C'est comme un état magnifique. Et Lucas, ce qui était incroyable, c'est que je cherche ça beaucoup, déjà comme spectateur, et puis peut-être comme être humain, et puis après comme réalisateur. Les yeux de l'amour, j'appelle ça. Il y a très peu d'acteurs qui ont les yeux de l'amour. C'est-à-dire, ça pourrait être un exercice, c'est que ça pourrait être le b.a.-ba, mais quand quelqu'un dit « je t'aime » à quelqu'un, qui disent pas « je m'aime ». Et parfois, quand je vois... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Voilà. Et dans les films, j'entends « je m'aime » parfois. Ouais. Et ce que j'ai aimé avec Lucas, ce que j'ai même adoré, c'est qu'il a comme je dis, ses yeux, c'est comme un coup de hache dans un lac gelé. C'est-à-dire qu'il a des yeux bleu acier et à la fois des yeux poreux. Un regard poreux, mais c'est matériel, je veux dire, c'est pas que psychologique. C'est un visage et c'est aussi... Et j'ai aimé, par exemple, il y a un moment qui me bouleverse, c'est quand il dit papa est un peu à côté de ses chaussons en ce moment. Quand il dit ça à sa fille et qu'elle lui dit menteur. Et j'aime beaucoup ce qui se passe là
pour Lucas, il n'est pas papa. Enfin, mais ouais, je trouve tout à fait unique et formidable ce qu'il m'a donné. C'est agréable d'entendre parler de soi quand on est assis à côté. Ah oui, surtout que l'humilité en prend un coup. Non, mais je suis extrêmement fier. Bah je oui, suis extrêmement fier de ce qu'on a construit, de là où il m'a amené, de ce qu'il a fait ressurgir de moi. Et il y a un avant et un après, donc je suis extrêmement fier d'avoir travaillé avec Nicolas. C'est un grand réalisateur. Il y a certes des histoires d'amour dans les saisons. Camille aime Vincent, mais aussi Martin et inversement. Non, je dis Vincent, c'est Alexandre en fait. Pourquoi j'ai dit Vincent ? Il y a certes des histoires d'amour dans les saisons. Camille aime Alexandre, mais elle aime aussi un autre garçon. Et inversement, tout le monde s'aime fort, mais ça se mélange un peu. Et ce qui est très beau aussi, c'est la grande place laissée à la force des histoires d'amitié. Il y a 2 garçons qui s'aiment très fort et qui sont très amis. Et il y a 2 jeunes femmes qui s'aiment très fort aussi et qui sont amies. Et je trouve que ça a presque une place égale avec l'enjeu amoureux. Tout à fait. Par exemple, je me souviens de cette scène. Et pourtant, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, ils n'étaient pas très tendres avec moi, Lucas Bravo et Abraham Wapler. C'est possible, ça ? Et c'est normal. Non, et je pense que c'est normal. C'est normal. Mais ils ont fait, pour moi, la plus grande scène d'amour que moi j'ai pu réaliser, et puis qui est dans le film, c'est quand ils se revoient dans ce café de la maison qui va être vendue dans le 4e épisode. Et que juste, il y a ce dépôt-là, il y a ces hommes-là. Moi, je suis toujours... je garde aussi les hommes à un endroit de mystère, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a donné du mystère aux femmes, ou alors dans les fictions, ou dans la réalité, à des fins stratégiques, des fins de manipulation, des fins érotiques, et franchement, parfois pas fascinantes. Mais je crois qu'il faut redonner du mystère à l'homme. Il faudrait comme se dire qu'on ne le connaît pas. Et moi, c'est vrai, c'est pas forcément de par ma sexualité ou quoi que ce soit, c'est que j'ai toujours été très happée. Mon papa dirigeait une équipe de rugby, enfin, il était président. Et donc, j'ai eu des exemples, moi, depuis que je suis tout petit, d'hommes, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout été loin et je m'entendais très bien avec les rugbyman, je veux dire. Mais j'ai toujours maintenu ça comme un pays que je ne connaissais pas. Ouais. Et j'aime bien, ça me fait un truc. Et encore une fois, c'est pas érotisant pour moi, c'est comme... C'est un voyage en terre inconnue. Voyage en terre inconnue, mais c'est comme aussi participer à là où j'étais pas invitée quand j'étais gosse, quoi, entre les copains, quoi. Je voudrais qu'on dise un mot aussi de la formidable bande-son composée par le non moins formidable Adrien Gallo. Et vous avez travaillé de manière très particulière avec cette bande-son. C'est-à-dire que chaque personnage a son aria, son thème. Oui. Et ce qui est un peu particulier en plus, c'est que j'avais la musique avant la musique originale, avant la réalisation. Ouais. Donc, parce que ça m'épaule. C'est pour se sentir moins seul, parce qu'un metteur en scène, il est vraiment seul comme un chien. Et je pense que ce qui peut aider, c'est se dire que tout est écriture au cinéma. Ouais. Que ce soit, c'est pas seulement le scénario, c'est aussi quand on choisit les interprètes, c'est aussi jusqu'au bruitage. Si c'est pas de l'écriture tout le temps, c'est pas intéressant pour moi. Il faut que tout soit écriture. Il faut que chaque soir, je me dise ah oui, j'ai écrit aujourd'hui. Et donc on n'écrit pas, on écrit seul des romans, mais on n'écrit pas seul du cinéma. Donc c'était comme un ami, la musique, enfin, et Adrien, qui m'a épaulée. Et parfois, je pouvais même faire entendre la musique originale à mes acteurs sur le plateau, ce qui est rarissime. Mais alors, c'est celle-là dont tu t'es servi, Lucas, pour te remettre dans le personnage, où il y avait une bande-son en parallèle ? Moi, j'avais ma bande-son que j'avais préparée, mais Nicolas nous jouait quand même la bande-son d'Adrien Gallo, et ça nous a mis tout de suite dans une ambiance. C'est tellement beau, c'est tellement évaporé, c'est tellement mélancolique. Ça fait 50% du travail. Ouais. À ce point-là ? Ouais, je trouve cette bande-son sublime. Ouais, c'est magnifique. Enfin, vraiment, encore une fois. Merci. Mais c'est vrai que je suis très jaloux des musiciens parce que ils ont un rapport non sensique aux choses. C'est pas lié au sens. Nous, on est quand même toujours liés, et puis parfois on a un côté comme ça, mince, qu'est-ce que veut dire la scène, qu'est-ce que veut dire, et en fait, au bout d'un moment, dans nos vies, on accepte totalement de pas savoir ce que ça veut dire, quoi. Et pourquoi, dès qu'on jouerait, tout à coup, il y a cette espèce d'école de dire ah non, mais moi, je ne joue pas quelque chose que je comprends pas, ce qui est complètement débile. Et les musiciens, ils ont un autre rapport à ce pays qu'est la musique. Et je pense que le cinéma devrait toujours être aussi ça, un pays comme l'est la musique, c'est-à-dire qui est pas codé, qui est comme ça, on le voit tout à fait j'ai beaucoup aimé récemment un film qui s'appelle Nouvelle Vague de Richard Linklater, et qui pose des questions sur comment on produisait des films quand même, et que Godard, quand il fait À bout de souffle,
c'est quand même hallucinant comment il n'y a pas de scénario, il y a pas et il réinvente le cinéma. Ouais. Donc là, voilà. Je vais dire une phrase hyper prétentieuse. Je m'en fous, j'y vais quand même. Dans un instant, on ira faire un tour dans vos imaginaires respectifs. Meuf qui croit vraiment qu'elle a tout cerné. Mais j'aime bien un peu d'ambition. On écoutera aussi Sufjan Stevens et tout ça, ce sera juste après la pub. Sufjan Stevens sur Nova, John Wayne Gacy Jr., un titre choisi par Nicolas Maury, venu accompagné de Lucas Bravo. On parle de la série Les Saisons, on va y revenir, mais je voudrais d'abord savoir pourquoi tu as choisi ce titre-là. Parce que c'est comme c'est un peu un museau, le masculin de muse, Sufjan Stevens, parce que J'y étais pas du tout. il faut l'expliquer très vite. C'est mon museau un peu, Ouais. parce que il est, je sais pas, il a une enfance très particulière dans une secte, etc. Un peu à son insu, et c'est comme un frère d'une autre contrée. Enfin, j'aime beaucoup ce folk très personnel. Ça ressemble bizarrement un peu à ce que comme j'appelle ça, le sentiment de la vérité. Il y a aussi ça chez lui. Par exemple, il avait entrepris de faire un album par État des États-Unis, et lui aussi, il colle son intime à quelque chose parfois de plus grand que lui. Et puis parfois, il va comme l'album Carrie et Lowell sur ses parents, sur la disparition de sa mère, jusqu'à faire une chanson sur le jour de la disparition de sa mère. Et pourtant, ça nous parle. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper heureux. Ça me donne beaucoup d'espoir de se dire qu'on peut donner des nouvelles de son monde et de toucher, non pas le plus grand nombre, mais de toucher précisément des gens. Et ça, c'est beau. J'ai préparé pour vous quelques extraits d'œuvres qui sont censées vous parler à un endroit. Peut-être on part sur un échec. Vous avez c'est bien pas grave. travaillé. Ouais, c'est pas... Attends de voir, attends d'écouter les extraits. Et on démarre avec celui-ci. Il y a un indice plus dans la musique que dans le dialogue, je ne vous le cache pas. Perfect Days de Wim Wenders. Ah. Bah oui, soit le quotidien d'Hirayama, un employé des toilettes publiques du quartier de Shibuya à Sublimissime. Tokyo. Et je crois que Lucas, tu l'as beaucoup cité comme étant une référence Ouais. et peut-être même une envie d'ailleurs. Oui, bien sûr. Comme je disais, on est à l'ère du TikTok et du contenu super efficient. En 10 secondes, il faut que ça soit très nourrissant. C'est du fast-food intellectuel. Et dans cette société qui est de plus en plus urgente, d'avoir Wim Wenders qui fait un film sur une personne qui contemple le temps et la beauté, j'ai eu l'impression de respirer en le regardant. Ça m'a fait du bien. Ouais. Et c'est un film que tu revois. Que je revois très souvent. Ouais. Extrait suivant. What do you say we get started? So you want me to tell you the story of my life? I'll tell you my story. I'll tell you all of it. I'm flesh and blood, but not human. Louis de Pointe-du-Lac, soit Brad Pitt dans Entretien avec un vampire de Neil Jordan, un personnage auquel s'identifie un peu l'une des personnes autour de cette table. Non, mais ça, c'est mon amour des vampires. Et c'est vrai que ce film, il est vraiment... Waouh, il est insensé. Et je trouve déjà leur performance assez abyssale. Et moi, je rêve de fabriquer un film de vampire parce que ce sont des êtres assoiffés, ce sont des êtres en manque, donc, comme dit Lacan, en désir. Et j'aime beaucoup cet endroit inextinguible de cette soif qu'ont les vampires. Et puis aussi, je les trouve tellement élégants dans leur... bon, un peu, c'est un peu des créatures du diable aussi, mais... Un peu. Pas se gâcher. Mais je les trouve tellement, je sais pas, chic. Par exemple, dans le film de Jarmusch, là, comment ça s'appelait Only Lovers Left Alone. Left Alive. Left Alive. Voilà. Alive. Et on peut le faire à 3, 4. Un titre, vraiment, non, mais c'est cet pas endroit de la solitude du vampire, moi j'aimerais bien faire un film de vampire très sanglant et très sexuel. Ok. Changement Avec de Lucas. Voilà, bon, la proposition est faite, il ne vous reste plus qu'à discuter. Changement de registre avec l'extrait suivant. Nothing like a dead patient to send you back to your choir boy roots. Hey, you're not gonna believe what happened. Wilson just killed a kid the same way you did. Dr. House. Bah oui, Dr. House.
pour Lucas Bravo, qui, je crois, est très fan de Hugh Laurie. Oui, dans cette série. Oui, c'est étonnant. Quand elle est sortie, je pensais que c'était un peu la série ménagère TF1. Ou médicale de trop, peut-être. Et en fait, je me suis laissé embarquer. Et l'évolution d'une saison à l'autre, l'écriture et le jeu de Hugh Laurie est absolument brillant. Et c'est une grande série. Ouais. Mais c'est marrant, c'est pas une série qui est citée en référence si souvent. Non, et pourtant, elle tout le monde y va plus volontiers sur Les Sopranos. Oui, oui, c'est moins clair. Et Doctor House, moi je suis assez d'accord, c'est une série assez remarquable sur plein de choses que ça raconte. Et le héros, est-ce que c'est le genre de héros que t'aimerais endosser ? Ah ouais, j'aime bien, c'est cet héros brisé, drogué à la Vicodine, qui malgré tout, son côté acariâtre, aime les gens profondément, même s'il ne veut pas le montrer. Oui, mais c'est vraiment le trope qui revient assez souvent, moi, je trouve, dans les fictions, et qui sont généralement les personnages que je préfère, mais ça en dit plus long sur moi que sur les personnages. Du sale con qui ne l'est pas vraiment, du mec toxique qui ne l'est pas complètement. En fait. Vaut mieux ça que l'inverse. Ouais. Alors, pour l'extrait qui vient, j'annonce potentiellement un concours de rapidité. I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Ah oui, Notting Hill. Coup de foudre à Notting Hill. Alors, qui je crois est un film qu'aime beaucoup Nicolas. Énormément. Et puis peut-être avec une partenaire de jeu que Lucas aurait croisée, Julia Roberts. Donc je me suis dit, autant faire un... Non mais moi, Julia Roberts, c'est-à-dire que c'est con, mais une actrice qui, quand elle rit, vous riez, quand elle pleure, vous pleurez, c'est bête, mais cette mimésis immédiate, comme avec Audrey Hepburn, il n'y en a pas beaucoup. Mais Julia Roberts, c'est quand même... Elle a un sourire extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est fou, c'est presque... Là, c'est de la musique aussi. Hein. Ouais. Et cette technique du... C'est comme les nez là, qui créent des parfums et qui tout à coup... vont parler d'une chose qui est indécidable et finalement elle est concrète dans des choses très abstraites et je trouve que ça c'est des interprètes vraiment merveilleux quoi. Donc Lucas, je précise que tu l'as croisé sur le plateau de Ticket to Paradise. Oui, on s'est croisés vite fait comme ça, au détour d'un baiser. Ouais, vraiment tranquille, enfin vraiment, on va pas épiloguer là-dessus. C'est vraiment un petit rien du tout. On poursuit en musique, j'ai choisi pour vous, alors me demandez pas pourquoi, c'est où Georges, Life on Mars. Je me suis dit que c'était bien dans le mood. J'adore. Toujours en compagnie de Nicolas Maury et Lucas Bravo, et c'est d'ailleurs Lucas Bravo qui a choisi ce titre de Frank Ocean, Thinking About You. Je disais qu'il y a une forme de cohérence dans toute la programmation musicale depuis le début. Il y a une tonalité tout à fait particulière. Oui, c'est un peu dingue, oui. Il y a les mêmes fréquences, il y a les mêmes fréquentations, on dirait. La douceur. Oui, la douceur. La douceur. Non, mais alors... on en a besoin. On n'est pas très hard rock là ce matin. Non, mais pardon de le dire, hein, mais c'est vraiment une denrée rare, quoi. Et il n'y a pas grand monde qui se revendique de la douceur. Ah oui, moi j'adore. Ouais, moi j'adore, c'est un pays que j'aime bien. Ouais. Mais qui n'est pas un pays que tu as à conquérir pour le coup, qui était très non, naturel. C'est de là que tu viens. Non, il a son passeport. Ouais. Les vaccins sont à jour, il n'y a aucun problème. Je vous ai isolé un autre extrait parce que je crois que c'est une personne qui, encore une fois, peut vous rassembler. It's tricky. It's never been done before. So you need planning. Georges Clooney. Voilà. Alors Georges Clooney, donc bon, là, en l'occurrence c'est Ocean's 11, déjà partenaire de Lucas Bravo, qui n'a pas épilogué vraiment sur Julia Roberts, parce que après tout, pourquoi pas, vous avez partagé l'affiche du même film, Ticket to Paradise, et il se peut qu'il soit ton nouveau partenaire, Nicolas, puisqu'il est annoncé au casting de 10% le film. Oui, il est dans le film, mais pas avec toi. Pas avec moi. Oh là là. J'aurais adoré, mais apparemment il a été formidable et puis très très élégant. Ouais. Ça m'étonne pas du tout. C'est un homme délicieux. Ouais. J'aurais été vraiment plus surprise par le contraire. Alors, il est passé sur le plateau. Une ordure, vraiment. Retrouver Hervé, c'est quel genre de sensation? Très franchement, j'avais dit non au départ. Je voulais pas remettre le couvert, justement. Et j'étais assez idiot. Parce que je trouvais que le scénario a longtemps cherché et je trouvais que ça mettait les gens à des endroits de numéros d'acteurs. Et ce qui est beau dans cette série, c'est qu'on a créé quand même du temps et on a bougé les lignes. Par exemple, dans la saison 1, moi j'avais vraiment 3 répliques et Clapiche il s'est rendu compte que Laure Calamy et moi, quand ça tournait pas, on faisait des blagues entre nous comme les petits chiens. Ouais. Et en fait, sur le plateau la table de maquillage le matin, il nous dit vous voulez pas réécrire ci ou ça, donc c'est comme une espèce de oui que nous a donné Cédric, et donc après les personnages ont grandi. Et là, je trouve que c'était revenu à comme un espèce de musée Grévin de nous-mêmes dans le scénario.
Et ça me faisait très peur. Parce que je pensais pas à moi, je m'en moque, mais je pensais vraiment aux gens. Parce que ça a aidé beaucoup de gens. Parce que quand c'est sorti. Un personnage hyper important. Ça, je me rends pas compte, mais en tout cas, je me rends compte que pendant le confinement, qui était une zone quand même un peu noire, ça a aidé des gens qui l'ont vu, mais dans le monde entier, par Netflix, etc. Donc c'était super. Et là, donc pour faire court, c'est que. Comme je dis souvent, Hervé, c'est pas moi le marionnettiste, je suis sa marionnette, c'est très bizarre. Et j'arrêtais pas de dire au tout début, mais est-ce que Hervé est là? Comment spiritisme, esprit, es-tu là? Et l'équipe disait oui, il est là. Mais parce que c'est 5 ans après, et c'est vrai que j'ai cette personne en moi qui est très particulière et qui est pas moi, mais enfin bon, c'est... Et voilà, donc on avait tout ce qui est très très beau dans cette équipe quand même d'acteurs si hétérogènes. Mais je crois qu'on s'admire, c'est un mot fort, mais on s'admire quand même tous de nos parcours. On ne s'est pas vus depuis longtemps. Ouais. Et il y avait quelque chose de très émouvant, sans se le dire, on voulait tous vraiment ne pas décevoir cette espèce de famille quoi, qui est 10%. Et je crois qu'on a un peu réussi. Et j'étais très émue parce que par exemple, Laure Calamy... Qui est une grande amie et comme on dit souvent, on est comme deux perruches quoi. Quand il y a une caméra, je sais pas. J'aurais dit des inséparables, je trouve ça plus mignon. Perruche si tu veux. On a vraiment un côté perruche ou poule quoi. Et c'est vrai que ce qui était trop beau, c'est de sans mots, sans rien, la caméra tourne et il y a une impression comme ça. Il y a une immédiateté. Il y a des fois cette magie entre les interprètes. Et voilà, c'était pas des numéros d'acteurs, mais c'était des gens qui se retrouvaient. Je pense que ça va faire du bien aux gens. Ouais. Je précise aussi que c'est une très grosse semaine pour Lucas Bravo, puisqu'il semblerait qu'en fin de semaine soit dévoilée la saison 5 d'Emily in Paris. Oui. C'est jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Que le dernier épisode de Merteuil a été diffusé. Je crois qu'il arrive vendredi. Vendredi, c'est ça, cette semaine. Moi, j'ai tout vu, c'est pour ça, je peux me la raconter. Mais je voudrais quand même qu'on revienne un moment sur l'extrême souplesse dont tu as fait preuve. Mais parce que fou. Tourner les saisons Magnifique. Et l'infâme Gercourt en même temps, comment on sort de ça, en fait? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, les bulles de sensations, en fait. Je parle pas du pendant, moi, l'après. C'est-à-dire que quand tu enchaînes comme ça 2 séries avec des enjeux si différents et des choses à incarner quand même assez costauds, je suis sorti tellement satisfait, enrichi et stimulé par ces 2 rôles que j'en suis sorti vraiment heureux. Je me suis senti... Ça m'a donné un sentiment de légitimité que je n'avais pas retrouvé jusque-là. Et ça a fait un switch dans ma carrière où maintenant je prends beaucoup plus de plaisir, je me pose moins de questions et j'attaque un rôle avec l'envie de proposer quelque chose de différent. Et tu as tourné avec un ours en plus. Oui. Comme Danse avec les loups, mais c'est avec des ours. Danse avec des ours. Voilà. Avec un ours. Danse avec un ours. Mais est-ce que cette manière, ce que je disais en entrée d'émission, de déjouer vraiment absolument les rôles dans lesquels on pouvait te projeter, t'attendre, c'est un plaisir particulier? Est-ce que c'est calculé ou est-ce que ça se fait de manière extrêmement spontanée? Non, ça se fait de manière spontanée. Je n'essaie pas de déjouer forcément. Je ne pense pas aux autres rôles. Je pense surtout aux rôles qu'on me propose, aux scénarios qui me stimulent et aux rôles qui me font peur, qui me challenge. J'aime bien aller dans les peurs pour les désacraliser. Et j'adore partir dans des extrêmes parce que j'ai le sentiment que je peux tout jouer. Et donc voilà, j'étais content d'avoir cette opportunité. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il m'avait dit une chose, ça m'avait marqué avant qu'on travaille ensemble. Il m'avait dit... oh là là, les réalisateurs ou réalisatrices qui disent tu vois, je vais te faire travailler quelque chose que tu sais pas et tout. Et il a pas besoin de l'autre, quelque chose où on t'a pas vu. Ce serait un peu ringard. Et je vois très bien ce qu'il a voulu me dire. En même temps, il me l'a dit à moi avant que. Et moi, j'ai jamais eu cette pensée honteuse. Enfin, moi, je crois que tout vient de soi quand même. Enfin, comme interprète, il faut être au rendez-vous, quoi. Et je pense souvent, moi, quand ça va pas, je pense souvent à quelqu'un comme Isabelle Huppert parce que son appétit, son désir, sa libido d'actrice, elle a 14 ans encore. Et ça, c'est quelque chose qui, chez un interprète, est vraiment fait la différence, quoi. Et chez Lucas, c'est beau parce que il est à la fois très conscient, je pense, des attentes, etc., mais ça pèse sûrement dans son intimité, mais en tout cas, je pense qu'il a l'élégance maintenant de choisir peut-être ses partenaires déjà avant les rôles.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine que dans ta position, parce que je dois dire que depuis Emily in Paris, le parcours est sans faute. Je ne t'ai vu mauvais dans aucun de tes choix, en fait. Tout est hyper intéressant, tout est... Ça me fait très plaisir. Je me dis que dire non, ça ne doit pas être si simple et qu'on ne va pas se mentir. Moi, j'ai déjà entendu moult comédiennes et comédiens dire ici que parfois, une fois qu'on a un rôle comme ça qui est très ancré dans l'esprit des gens, les gens que tu croises ne font pas forcément une grande preuve de créativité. Donc, j'imagine que des Gabriel, tu as dû en recevoir des pelletés. Et que d'aller faire ce que tu fais dans le film de Noémie Merlan, qui est quand même un truc, d'aller chercher Gercourt, d'aller chercher ce Alexandre dans les saisons, ça implique que tu as dit non à plein d'autres choses. Et que ça doit être flippant de dire non aussi. J'ai pas eu tant de propositions de jeunes premiers après Emily in Paris, parce que je pense que j'avais eu un rendez-vous avec Netflix et que je leur ai signifié assez vite que je voulais pas partir dans ces comédies romantiques, même si je trouve qu'on manque de comédies romantiques ces derniers temps. Et du coup, non, j'ai pas eu énormément d'offres comme ça. J'ai pas eu à dire non à beaucoup de propositions. Ouais. Mais j'ai eu la chance que des femmes me fassent confiance. Noémie, Mélanie, Nicolas. Jessica, Nicolas. Et oui, ça a été un tournant. Dans un instant, on parle de vos souvenirs musicaux, si vous le voulez bien. On écoutera également Baxter Dury et tout ça, ce sera juste après la pub. Toujours en compagnie de Lucas Bravo et Nicolas Maury. Et c'est Nicolas Maury qui a choisi ce titre de Baxter Dury. Oui. Et fin de conversation. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Joyeux Noël. On est en fin d'émission. Je n'essaye même plus de libeller des questions. Tu vois, on est vraiment sur un truc de à toi. Oui, parce que j'aime beaucoup Baxter Dury depuis son album. Je crois que c'est son premier album. Et je l'avais vu aussi faire de façon très humble quelques chansons dans un club à Paris, le Silencio. Ouais. Et je sais pas, j'aime beaucoup ce mec un peu lambda. mais qui est tellement fort, quoi. Et qui est le fils d'une rockstar. Le fils de Yann Dury qui chantait Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ah d'accord, je savais pas. Et oui. Mais c'est un type formidable, effectivement, Baxter Dury. Je vais vous soumettre le questionnaire du score. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Ça fait appel à vos souvenirs musicaux. Je n'ai pas le droit de vous demander de justifier. Je n'ai pas le droit de vous juger. Je ne vais de toute façon pas m'en priver. C'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Allez, le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre. Jour de neige d'Elsa. Ok. Manu Chao. N'importe lequel. C'était Parfois j'aimerais. Je ne t'aime plus. Voilà, c'est ça. Okay. Jour de neige, donc je dis que je ne jugeais pas, mais dans un grand pull qui te protège. Oui, de toute évidence, voilà. Bien sûr. Voilà, en plus, c'est un peu comme ça aujourd'hui. Voilà, la chanson de votre adolescence. Évidemment, je dirais Vanessa, donc par exemple Sunday Mondays. Ouais, sur l'album composé par Lenny Kravitz. Ouais. C'est une bonne question. Je dirais. C'est une super question. Adolescence, j'étais vachement Barbara. Septembre de Barbara. Ah ouais, donc vraiment un adolescent très particulier. Pardon, Lucas. Dans le dur. C'est vraiment, dans le dur grave. Britney Spears, pas du tout. Barbara. Septembre. Votre hit de karaoké. Moi, c'est Hello Sunshine. Ah ouais. Ouais. Ok. When She's Gone. Moi, c'est... c'est Quoi de Jane Birkin. Je la chante hyper bien. Après, il y en a une qui est extraordinaire si on veut rameuter les foules. C'est celle d'Aznavour. Emmenez-moi. C'est impossible à chanter. L'addiction, le rythme, la voix, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup d'ambition. Mais j'apprécie l'effort. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Me dis pas Barbara. I Love to Love de Tina Charles. Ok. Moi, ça s'appelle The Heart of the City. Et j'ai oublié le chanteur. I'm in the heart of the city. Père pointu. J'ai un léger différé, tout va très bien se passer. Chris Lewis ? Possible. Ça peut être ça ? Ok. Michael... Ok. Je fais comme si j'avais la réponse. Pas du tout. Et la chanson qui vous fait sortir de la piste de danse ? I'm in love with the Coco, qui jouait dans tous les clubs à une époque. Je sais pas. Pardon, en rouge et noir de Jeanne Masse. Parce que tu tiens pas la Corée, peut-être. Okay. Et catégorie pénible, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Si toutefois vous êtes perméable à ce genre de choses. Oui. C'est souvent pas des chansons très reluisantes. C'est bien le but. Moi, c'est les jingles de pub, donc tu vois, je peux y aller. C'est vrai.
Tout, vous saurez tout sur le zizi. Très bien. Ah, elle est bien celle-là. Et effectivement, elle peut rester un certain temps. Je vais rester sur le thème. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines de Carlos. Non, c'est pas Pierre Bachelet. Pas Pierre Bachelet. Comment il s'appelait? Ah oui, celui qui qui chantait des chansons un peu pour enfants. Alors, je préfère manger à la cantine. Pour moi, c'est Carlos, mais après, je peux me tromper. Ah oui, c'est Carlos. Non, je crois que c'est Henri Dess. Henri Dess. Non, pas du tout. Non. C'est Carlos. Ah, c'est Carlos. C'est tout à fait Carlos. Moi, j'aime qu'on soit précis quand on parle du patrimoine culturel français. Ah, c'était Carlos toutes ces années. Cette erreur. Quelque chose s'effondre en moi. C'est vrai qu'on a envie de tout savoir sur le zizi. Ouais. Oui. Le gros, le moule, fripé. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment une tentative très très laide de remettre dans la tête des gens cette chanson et d'être sûr qu'elle dure jusque demain, voire après-demain. Merci beaucoup Nicolas Maury, merci beaucoup Lucas Bravo d'être passé par ce studio. Beaucoup. Je rappelle que les saisons, c'est vraiment, quand je dis roulez-vous dedans, je peux pas le faire de manière plus... Voilà, exactement. Un plaid série. Les 4 épisodes sont à retrouver sur arte.tv. Dans un instant, on a rendez-vous avec David Blo et le Nova Club. Et on se quitte avec votre dernier choix. Meet the Sun, je crois que c'est un choix commun en plus pour le coup. Oui. Pour en revenir aux saisons, pour qu'on reste vraiment sur le... Voilà. Donc collection été a priori. C'est ça. Ouais, été. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir reçus.